Alors comment ça s'est passé? C'est que j'ai tout misé sur la fisca. Donc focus fiscalité pour savoir quel, véhicule fiscal serait l'idéal pour moi pour vivre de mes loyers. Donc l'objectif, c'était de remplacer mon salaire d'instit qui était à 1 900 €, heu, avant impôt de mémoire, donc j'ai gagné encore moins que 1 900 après impôt. Et donc l'objectif, c'était de gagner 1 900 € et objectif atteint dès le premier immeuble. 1 900 €, de cash flow. Pour moi, tu as pas à payer d'impôt sur tes loyers, quoi. C'est Oui. pas possible. C'est que tu as mal investi. Si tu payes de l'impôt, c'est que tu t'es planté. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, on est accompagné de Christelle Félix, spécialiste en fiscalité en nom propre. Et elle va nous expliquer comment elle a pu dire Bye Bye Patron tout en maîtrisant justement sa fiscalité pour pouvoir vivre pleinement de ses loyers et puis sa stratégie tout simplement pour vivre de l'immobilier. Avant de démarrer, déjà, j'espère que vous êtes bien jaloux. Je suis sous le soleil de Floride. Voilà, à bien profiter. Mais je pense à vous, donc vous avez un épisode, quoi qu'il arrive, donc malgré que je sois à plus de, je sais pas, 7 ou 8 000 kilomètres probablement de là où vous écoutez, ça dépend bien sûr où vous écoutez, il y a des auditeurs partout dans le monde. Deux, trois petits points que je voulais vous raconter. 1er point, j'avais souscrit une assurance, location courte durée, spécialement, pour la casse et là, on va l'activer, donc j'ai souscrit en décembre et là, on a eu un lit cassé. Donc on va voir comment ça va fonctionner. Je vous ferai un petit, débrief. Ensuite, comme toujours, des dingueries. Il y a un locataire qui depuis quelques mois, m'explique qu'en fait, son ex-copine, alors que moi j'avais loué avec un premier locataire, ça j'avais loué à un locataire homme, et il m'explique maintenant que son ex-copine va reprendre le bail, alors que moi, j'ai pas signé du tout avec cette femme, et bien sûr, c'était même pas un bail pour un couple. Donc, puis il m'explique qu'il y a des dégâts, etc. Donc on verra bien. Je suis assuré. Il est plutôt de bonne foi. Il m'a dit qu'il allait réparer les dégâts. Donc on va voir ce que ça donne. Et heureusement que j'ai une équipe, qui est réactive pour, la location courte durée parce que quand le lit a été cassé, il y avait une réservation le jour même. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Sinon, pour, les autres projets, on a aussi un locataire qui s'est désisté, qui avait dit qu'il allait prendre l'appartement, qui avait tout, déposé ses papiers et finalement il l'a pas fait. C'est pas, on en trouvera d'autres, hein, c'est pas trop alarmant, mais bien sûr, comme toujours, c'est comme avec la banque, tant que c'est pas signé, que vous avez pas encaissé, le dépôt de garantie et puis le premier mois de loyer au prorata, vous n'avez rien et puis sinon, les dizaines d'autres locataires, ça se passe plutôt bien. Voilà, pour l'IMO, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Pour les membres de l'Académie des gros billets, donc si vous ne le savez pas encore, vous pouvez rentrer dans l'Académie des gros billets. Vous avez accès à, plein de contenus et notamment toutes mes formations sur base d'un abonnement. Vous pouvez arrêter quand vous voulez et j'ai fait un gros, épisode sur, les nouvelles fonctionnalités des intelligences artificielles et justement sur la fiscalité. Donc c'est un peu le sujet là de qu'on va traiter avec Christelle. Alors en plus, j'ai traité tout ce qui est SCI via, les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui viennent de sortir et vraiment c'est une masterclass et en fait, l'intelligence artificielle, je vous le dis, je vous le redis, là, on atteint des niveaux, franchement, c'est vraiment par exemple, la fiscalité, ça fait, plus que 10 ans que j'investis en immobilier et en gros, maintenant, en 15 minutes, on arrive à avoir, 80 90 des connaissances de quelqu'un qui investit depuis 10 ans. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc je vous ai fait un débrief là-dessus. Aussi, si vous le savez pas, tiens, parce qu'on en a pas parlé encore, quand j'ai enregistré l'épisode avec Christelle, je crois pas qu'on en ait parlé. J'ai fait les calculs pour ceux qui ont pas suivi. Donc maintenant, les, amortissements vont être réintégrés quand vous êtes en loueur meublé non professionnel et en fait, le calcul, il est vite fait et moi, au départ, je l'avais pas fait. En fait, quand on loue en meublé, on amortit à peu près 3 du bien par an, grosso modo. Donc si vous avez acheté, 100 000, vous amortissez 3 000 et en fait, ces amortissements vont être réintégrés. Donc et ils vont être taxés à 36,2 qui est le taux d'imposition pour l'instant sur, les plus-values. Donc 19 d'impôt sur le revenu et 17,2 de CSG, CRDS. Donc en fait, c'est simple, c'est globalement donc 3 qu'on amortit fois 36 on va dire un tiers.
Donc, un tiers de 3%, 1%. Donc, en fait, la fiscalité qui vient de se rajouter comme ça en loose day, c'est tout simplement 1% par an. Vous avez bien entendu, 1% par an du prix de votre bien. Donc, si c'est un bien que vous avez acheté à 100 000 euros, bah, c'est 1 000 euros, 83 euros par mois. Si c'est un bien à 200 000 euros, eh ben, c'est 100, plus de 150 euros. Et si bah, vous avez des patrimoines en LMP, enfin pas en LMP, mais en LMNP, bah, des patrimoines à hauteur de 300, 400, 500 000 euros, bah là, voilà, 500 000, ça fait 500 euros par mois. Alors on les paiera que à la fin. Enfin, 500 000, ça fait 5 000 par an, donc 400, je sais pas, 420 euros par mois. Donc on les paiera qu'à la fin. Donc pour l'instant, on se dirait c'est pas. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de réaction par rapport à ça, mais parce que je pense que les personnes n'ont pas fait les calculs. Donc voilà, 1% du bien en impôt. Je vous rappelle juste frais de notaire, environ 7% du prix du bien, taxe foncière. Maintenant, on est à 1% très souvent, si c'est pas plus. Donc voilà, CFE, n'oubliez pas la CFE. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, les impôts, ils font que augmenter. Et là, c'est quand même violent. Franchement, 1% du prix du bien par an, c'est violent. Voilà, donc vous pouvez rejoindre l'Académie des Gros Billets, vous avez accès à tout. Sinon, ben, je suis en phase de refonte de ma formation sur comment négocier un bien immobilier. Donc, vous pouvez nous rejoindre dès à présent. Le prix augmentera quand la formation sera terminée. Donc, pour l'instant, vous avez accès à l'ancienne version. Elle est tout à fait d'application. J'ai sorti, bien sûr, des mises à jour depuis que je l'avais publiée pour la première fois. Mais là, je vais tout refaire. En tout cas, si vous voulez la rejoindre, donc vous allez sur mon site grosbillets.com. Donc, soit vous allez en gros, en vert, rejoindre l'Académie des Gros Billets, soit vous allez en haut à gauche, formation à prix canon, et vous avez la formation sur la négociation. J'ai fait économiser vraiment des dizaines de millions d'euros aux personnes qui ont bah, écouté mes conseils de négociation. Voilà, je vous garde pas plus longtemps. Moi, je sais pas, au moment où vous écouterez cet épisode, je serai peut-être en train de faire du kayak avec des dauphins ou de l'hydroglisseur avec des alligators. Mais voilà, je vous souhaite plein d'apprendre plein de conseils de Christelle, qui est une personne très brillante dans son domaine. Et bah, on se retrouve de l'autre côté tout de suite avec Christelle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, elle est brillante, elle est en forme comme jamais. On est avec Christelle, on va parler notamment LMP, LMNP, fiscalité, location courte durée, gestion locative, que des sujets qui sont très changeants. Bah écoute, Christelle, je te laisse te présenter rapidement. Merci d'être sur le podcast. Et pour commencer, je demande, vu que le podcast s'appelle Bye Bye Patron, tu peux nous dire bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et puis quel a été ton parcours? Généralement, je demande un job ingrat qu'on a pu faire, un stage ou voilà, dans son ancienne vie avant d'être investisseur. Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Christelle Félix. J'étais prof des écoles avant d'investir dans l'immobilier. J'ai donc quitté, pardon, grâce à l'investissement locatif, j'ai quitté le salariat. Je suis aujourd'hui formatrice, donc investisseuse. J'ai créé 4 immeubles de rapport à partir de maison. Donc j'ai 23 locataires là que je gère avec mon conjoint. Et quel métier ingrat j'aurais pu faire dans le passé? Alors j'ai fait beaucoup de petits boulots. J'ai changé régulièrement de métier aussi. Mais mon premier job, ça a été à 15 ans. Et c'était la cueillette de framboises. Donc j'ai ramassé des framboises payées au kilo. J'en mangeais la moitié, donc bah forcément, oui, c'était pas très rentable. J'y allais à vélo, c'était à la campagne, et voilà. Ensuite, j'ai été nounou, j'ai été serveuse, mais ce premier job était très ingrat, ouais, ouais. Yes. Ok. Et ça pousse en Bretagne, les framboises, du coup. Et oui, c'était sur Grand-Champ, près de Vannes. Ok. Vannes, voilà, Colpo. Je crois que c'était sur Colpo. Ouais. Ok. Trop bien. Et ça fait combien de temps que tu as quitté le ministère de l'Éducation nationale? Le ministère, eh bien, ça fait 10 ans déjà. 2014, non 2015, pardon. 2014, c'était la petite graine qui a semé, qui a commencé à germer dans ma tête. 2015, je me suis barrée. Voilà, 2015. J'ai Ok. attendu que mon immeuble soit rempli et que mon cash flow tombe à flot. Ok, super. Bah écoute, on va pas orienter l'épisode juste sur ton parcours, mais peut-être tu peux nous dire un peu comment
Comment donc quand tu as commencé à investir, quand tu as quitté, donc tu as fait 4 immeubles à partir de maison. J'ai vu une story juste avant d'ailleurs où tu montrais comment tu cadenassais les poubelles. Euh, donc ouais, combien de temps ça a pris? Oui, alors ce Tu me disais. premier projet, donc je cherchais. Alors pourquoi j'ai choisi de commencer directement dans le dur par un immeuble, puisque j'ai été propriétaire en copro, c'était un gouffre financier. Donc je me suis dit, si un jour j'investis, je serai seule maître à bord. Donc immeuble de rapport direct. Je ne trouvais pas d'immeuble idéalement placé et je suis tombée sur un agent immobilier qui m'a montré une maison en me disant, Christelle, voici ton immeuble, tu vas le diviser en 7 et bah écoute, t'es 7 locataires, regarde, ouvre la fenêtre. La fac était en face. Donc bah écoute, j'y suis allée. J'ai pas hésité, j'y connaissais rien et bah, je me suis formée sur le tas. Ok, Voilà, donc ça, je gère actuellement. Enfin, ça a commencé avec 7, toute seule. Et ensuite, j'ai rencontré mon conjoint actuel qui a quitté son travail il y a 2 ans déjà, qu'il a quitté l'armée, fonctionnaire également, il a quitté l'armée et on a fait 3 immeubles ensemble. Voilà. ok. Donc c'est mon premier élève. Et ben voilà, euh, c'est trop intéressant. Et du coup, avec un immeuble, avec ce premier immeuble, t'as pu remplacer ton salaire et quitter directement ton emploi. Comment Oui. ça s'est passé? Ok, Alors comment ça s'est passé? C'est que j'ai tout misé sur la fisca. Donc focus fiscalité pour savoir quel véhicule fiscal serait l'idéal pour moi pour vivre de mes loyers. Alors, je vais peut-être choquer beaucoup de tes auditeurs, mais ce n'est pas la société à l'IS, ça n'est pas un montage holding qui m'a fait quitter le salariat et qui me fait vivre de mes loyers. C'est le nom propre, c'est l'investissement en nom propre, LMNP, tout simplement. ok, Voilà. Et donc, j'ai optimisé la fisca avec des travaux. Beaucoup, ok. beaucoup. Bah déjà pour transformer la maison en 7 lots, je suppose que ça a été des travaux. Ça se fait pas comme ça. Il y avait pas 7 salles de bain, je suppose. Il y avait pas 7 toilettes. Donc ok. On fait confiance, hein. C'est un peu comme quand tu es malade, tu vas chez le médecin, tu vas pas faire une fac de médecine avant d'aller voir le médecin pour vérifier que le médecin soit bon. Oui, Bah, moi, oui. j'ai pris un artisan et j'ai fait confiance à l'artisan et ça s'est très bien passé. Voilà. Bah oui, parfois ça se passe bien, hein, même souvent, hein. Souvent ça se passe bien. Ok. Et tu peux nous dire peut-être l'immeuble, combien tu l'as, juste au moins celui-là, vu que c'était celui qui t'a fait quitter l'emploi, combien t'as payé, combien tu t'as rentré de loyer au moment où t'es parti, si tu Oui, t'en souviens. oui, alors, c'est un projet global déjà, 410 000 €, Ok. travaux et achats compris. J'ai injecté 160 000 € dans ce projet. C'est important de le dire, donc c'est 160 000 € de travail à 10% de rendement net de charges et d'impôts depuis 10 ans. Donc je fais travailler mon argent dans mes projets. Ça aussi, c'est une première chose. Il paraît que mettre de l'apport, c'est pas recommandé. Ben, j'ai pas écouté les gens, je crois, à l'époque. J'ai écouté mon intuition, j'ai mis de l'apport et je vis de mes loyers. Donc ça, c'est une première chose. Donc projet à 410, 260, combien? 265 000 d'empruntés à peu près. Voilà, de mémoire, hein, mais. Ok. Et les loyers, c'était combien Alors, à l'époque? donc l'objectif, c'était de remplacer mon salaire d'instit qui était à 1 900 € euh, avant impôt, de mémoire. Donc j'ai gagné encore moins que 1 900 après impôt. Et donc l'objectif, c'était de gagner 1 900 € et objectif atteint dès le premier immeuble. 1 900 € de cash flow. Donc non, de cash flow. Les loyers, c'est beaucoup plus. Loyer, je suis 3006, peut-être, je sais plus. Ok. 3007 Ok. peut-être. Hein, il y avait de la vacance locative, mais en tout cas, c'est le cash flow Yes. qui est important, quoi. Ok. Trop intéressant. Et après, les gens, Et peut-être, ah ouais, de toute façon, les gens pourront peut-être faire le calcul. C'est un projet à 410 000 hmm, qui tourne à 10% net de charges et d'impôts. ok. Donc voilà, c'est un petit calcul. Bah, ils chercheront Bah oui. comment calculer les loyers quand on. Normalement, si vous êtes allé jusqu'au CM2, ça devrait aller, hein. Ça devrait aller. Surtout si vous avez eu Christelle comme professeur des écoles à l'époque. Ok, top. Et du coup, avec 260 000, tu devais avoir dans les 1 300 € de remboursement environ. Bah, t'es pas mal, hein. Je suis à 1 270. C'est pas mal. Voilà. Eh oui. Il y a 10 ans, c'était beaucoup plus enfin, c'était plus facile d'aller chercher du gros cash flow. Aujourd'hui, c'est divisé par deux. Voilà, à cause des nouveaux taux d'intérêt, quelqu'un qui voudrait faire le même projet que moi, et ben il peut se dire qu'il va falloir qu'il aille chercher 2 fois plus. Hmm. Encore, il baisse. Il baisse depuis quelques temps. Donc voilà. Ok, Donc, je vais faire.
bien pour mettre de l'apport si. Oui, yes. Et peut-être tu peux nous dire, avant qu'on attaque sur les projets précis, enfin sur les thèmes précis, vu que c'est une bonne question qu'on a souvent, on parle un peu de la phase d'achat, mais là, donc ça fait 10 ans maintenant que tu as cet immeuble. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que les biens ils s'usent? Est-ce que du coup c'est du meublé? Les meubles, un peu ton expérience sur tout ça, à quel point tu l'entretiens, peut-être la part de ton cash flow que tu consacres à justement à faire que cet immeuble il soit toujours qui donne toujours envie et puis que voilà, à quel point ça s'use. Parce que 10 ans, c'est pas si souvent qu'on a quelqu'un qui a 10 ans en plus 7 lots, donc qui a t'as l'expérience en tout cas dessus quoi. Oui et bah, tu vois, j'y étais hier justement et bah, voilà, quelle impression j'ai eue en voyant tous mes immeubles. Donc on a fait le tour des 4 immeubles hier sur Brest. Eh bien, ils sont superbes, ils fonctionnent, enfin c'est hallucinant. C'est un peu comme dans une famille, j'ai pas d'enfants, mais je pense que si tu mets les règles dès le début de fonctionnement avec tes enfants, eh bien tout se passe très bien. Tu as pas besoin de crier, de gérer, c'est fluide parce que dès le début, je te dirais qu'on j'ai rien lâché. J'ai rien lâché dès le début et je continue à rien lâcher et donc on voilà. Tout a été fait propre, neuf, dès le départ, donc on n'a pas eu de soucis de gestion locative, de réparation. Mais j'avais pas passé les parkings en enrobé. Donc je galérais régulièrement à désherber mes parkings. Il y a 2 ans, on a tout passé en enrobé, donc bah, ça recule l'impôt, hein, forcément sur les 4 immeubles et donc j'ai pas fait des travaux, de gros travaux donc pendant les 10 ans, sauf là, tu vois, juste avant Mmh. d'arriver à 10 ans, là, bah, voilà, j'ai remis un petit coup de collier pour l'enrober. Ça, c'est pour moi, pour me faciliter la vie aussi, je pense à la revente. Et j'ai aussi changé alors pourquoi est-ce que j'ai refait des travaux que c'était pas prévu? Pour améliorer mes DPE. Puisque au tout début, il y a 10 ans, il y avait pas de souci DPE, c'était open bar, hein, c'est ce qu'on voulait. Aujourd'hui, l'État, va interdire les locations en 2034 pour les biens qui ne sont pas en D. Donc j'anticipe 2034 puisque j'ai quelques apparts qui étaient en E. Donc j'ai, changé les chauffages, les portes d'entrée des immeubles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les ballons, je passe sur du ballon plat et j'arrive à passer en D maintenant. Tous nos biens sont en D. OK. C'est aussi pour ça, voilà. Et les meubles? Les OK, meubles, tu alors les là, aucun souci, j'ai rien changé. Ce que je fais, c'est que j'améliore juste pour rester dans le haut du panier, pouvoir être, dans la concurrence quand les gens cherchent des logements, quand les étudiants cherchent, donc pour créer le coup de cœur, je fais de la décoration style, type Airbnb dans mes locations à l'année. Donc je dis OK. maintenant et puis comme on a d'autres biens, j'ai plus de moyens. Donc comme j'ai plus de moyens que quand j'ai commencé, eh bien je le donne à mes locataires. Ils me font vivre, je leur fais un retour en améliorant à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un départ de locataire, je change un petit coussin, je rajoute des petits éléments de déco, voilà. Donc c'est, OK. Tu réinvestis une partie du cash flow. ouais, mais pas beaucoup, hein. C'est pas énorme. OK. Super intéressant. Bah, écoute, on peut, qu'est-ce qu'on fait? Bah, gestion locative, du coup, on peut parler de ça et après on fera LMP, LMNP et aussi location courte durée. Gestion locative, peut-être tu peux nous dire, donc tu as 23 locataires, c'est principalement des étudiants ou tu as un peu de tout? Oui, c'est ça. Alors, alors donc quand on commence, il faut, définir sa cible, de locataire, son locataire idéal. Mon locataire idéal, c'était l'étudiant et j'adore bosser avec les jeunes. Donc je ne fais que d'étudiants, donc c'est, hyper strict, hein, lorsque je passe une annonce, du coup, bah, non, c'est strict, mais c'est hyper optimisé puisque je ne cherche que des étudiants avec des parents qui sont cautions. Je ne prends pas la garantie Visale. Je choisis maintenant jusqu'aux études. Je prends des locaux. Tant qu'à faire, autant prendre des Bretons. Donc si j'ai le choix, voilà, pour les visites, c'est plus simple. Je peux rencontrer les parents, c'est plus facile puisque si les parents ne se présentent pas à la visite, je ne pourrai pas juger, je ne pourrai pas louer. Donc il faut que je rencontre les parents et l'étudiant. Voilà, donc c'est, location aussi au feeling. Une fois que le critère du salaire est rentré, 3 fois minimum le salaire, je vais pas chercher celui qui gagne le plus. C'est pas le parent ingénieur qui va être le locataire idéal. Ce sera celui qui m'aura fait la bonne impression, qui a les mêmes valeurs que moi, une éthique, des valeurs, une morale, du savoir-vivre, du savoir-être. OK. Et c'est vrai que le critère, alors il y a 2 cas, hein, que j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu notamment pour les colocations, qu'il y a des personnes qui, prennent que des personnes qui sont, pas locales.
pour pas justement qu'elle ramène trop d'amis, d'enfance et tout chez elle. Mais c'est vrai que moi, j'ai perdu plusieurs fois des locataires rapidement, qui se plaisaient pas, dans une fois, j'avais un appartement, en Moselle, par exemple et je pense que c'était une Guadeloupéenne et elle a pas supporté le climat. Elle me l'a dit, «J'ai trop froid, je pars à Marseille». Donc ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où des personnes qui sont des étudiants même qui sont rentrés, chez dans leur ville d'origine parce que, soit les études se passaient pas bien ou soit, mal du pays, mal de la région. Donc en tout cas, c'est vrai que si c'est des locaux, c'est plus simple pour les visites et pour voir les parents aussi, forcément. Alors du coup, tu vois, ils rentrent chez eux tous les week-ends, ils rentrent des vacances également. Donc les biens ne sont pas du tout usés. Enfin, c'est hallucinant là en Mmh. 10 ans. Je te dis que le mobilier, tu me parlais du mobilier, il a pas été changé. Si là, j'ai changé les canapés alors ils sont pas du tout abîmés, mais je voulais changer le matelas et pour augmenter l'épaisseur du matelas, il a fallu que je change tous mes canapés. Voilà, j'ai pas pu changer l'épaisseur. Voilà, mauvais Les choix. canapés lits. Ouais, mauvais choix dès le départ, on va dire. J'étais sur du 11 centimètres d'épaisseur. Maintenant, je vais sur du 20 centimètres d'épaisseur. Couchage hyper qualitatif. Hein. Vraiment, on lésine pas sur la qualité pour ces locataires qui nous font vivre. Yes. Donnant Et de combien tu payes les canapés lits là? Ça a beaucoup augmenté, hein. Enfin moi j'ai vu en tout cas ça a beaucoup augmenté. bien, on est chez Inside 75, donc il y a un showroom sur Paris. On a fait l'aller-retour en train de Bretagne pour aller choisir le canapé, les tissus, la taille des accoudoirs, la couleur. C'est livré au pied de l'immeuble, ça peut même être livré dans les appartements. C'est démontable, donc on peut aller dans les combles avec ces canapés-là, c'est top. Et on pourra changer le matelas à l'avenir. OK, Et donc c'est 1100 à peu près, 1100, 1200 le canapé. OK. Mais toi tu fais du powerlifting, non? Donc toi tu peux, lever les Powerlifting? Ah oui! ou de l'haltérophilie, ouais, tu peux lever les Non, non, je ne lève pas, non, 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 non. tu portes pas les canapés. Porte pas les canapés. Non. OK. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur les locataires, le choix des locataires, tu vois? Puisque maintenant, en fait, alors au tout début, puisque je suis, près de la fac de médecine, je voulais des étudiants sérieux, travailleurs, bosseurs, et puis je voulais faire médecine aussi, donc je vis mon rêve à travers mes étudiants. Je voulais faire, voilà, quand j'étais jeune. J'avais pas assez confiance en moi, donc j'ai pas fait médecine, j'ai fait un stit. Voilà, que veux-tu? Mais j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant, que depuis que j'investis, je te dirais, hein. Mmh. Je vais quand même pas aller faire médecine, mais du coup, je ne prends plus de médecine puisque si je prends les 23 locataires en médecine, il y a beaucoup d'échecs. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de départs au début, en décembre, janvier. Des abandons de médecine, soit parce que les enfants se retrouvent seuls, sans les parents et sans les frères et sœurs et ne supportent pas la solitude. Même s'ils sont brillants, il y a le côté psychologique qui fait Mmh. qu'ils sont en échec. Puis ils travaillent beaucoup, hein, c'est dur, hein, Ouais, c'est psychologiquement très, très les dur, c'est très dur. Donc j'ai eu beaucoup de départs, beaucoup de turnover et oui, oui, c'est hyper chronophage si on fait 23 locations que de médecine. Donc maintenant je mixe, voilà. Je fais des OK. BTS, école d'ingénieur. Voilà, ce que je préfère dire aux gens, ne choisissez pas la même cible d'études. Mmh. Enfin, Ouais, si c'est intéressant. Mais moi, je me souviens quand j'étais étudiant à Strasbourg, il y avait à peu près 1700 étudiants en médecine pour 250, postes, en deuxième année, enfin 250 places. Donc c'est sûr que si tu en prends ça, tu en as 5 sur 6 qui partent et puis là, on est 15 ans après, il y a toujours pas de médecin en France, soi-disant ils ont changé le numerus clausus. Mais ouais, donc je te dirais l'idée. Alors l'idée, si les gens veulent louer des étudiants, choisissez des études genre école d'infirmière, euh, école d'ingénieur. On a quoi là? On a aussi ou bien des études spécifiques qu'il y a pas nulle part. Là, par exemple, j'ai ça pourrait être orthoptiste, orthophoniste, voilà, des spécificités. OK, C'est sûr que par exemple, si c'est la seule école de France ou orfèvrerie, on a formé une élève en division de maison qui est en alors je vous dirai pas où c'est, mais en tout cas c'est elle maîtrisait sa ville. C'est une toute petite ville. J'aurais pas divisé là, j'aurais pas investi là, mais c'est la seule qui sait qu'il y a une école d'orfèvrerie. Ils viennent tous de partout en France, voilà, se former. OK, Ils ont besoin de se loger. OK, Donc j'ai intéressant. des petites niches comme ça, des formations. OK et tu dirais que l'été, donc sur tes 23 locataires, tu as combien de changements? Ah oui, alors là, j'ai calculé, on est à peu près à 10, 8. Bon allez, on va dire la moitié pour être, on Mmh. va dire la moitié, mais c'est pas la moitié l'été, c'est que j'ai des départs un petit peu en avril-mai pour des Pour stages. les stages?
Et Ouais. quand c'est comme ça, je remplis avec un autre stage qui vient d'ailleurs. Donc on arrive à faire Ok. et à pas avoir de vacances locatives, c'est pas mal. Ok. Donc c'est ça, 2-3 ans en général, ils restent les locataires. Oui, ouais, complètement. Hmm. Et là, alors, tiens, je vais te dire, les gens n'y pensent pas. Là, je fais de la colocation, donc je ne fais pas de coloc d'habitude, mais une ancienne, une maman m'a appelée pour loger la sœur de son fils. Elle me demande si j'ai un logement pour qu'elle vienne avec son petit copain. Ils seront en coloc. Alors je lui dis, je ne fais pas de colocation, mais au final, c'est qu'ils ont chacun leur semaine de stage et d'école, donc ils ne se croisent pas dans l'appartement. C'est une colocation. Ok. Voilà. C'est particulier. Ok. Trop bien. Ok. Pour les divorces, faudrait faire ça aussi. Enfin, yes. Ok. Trop bien. Bah écoute, on peut parler location courte durée, loi anti. Du coup, t'as des locations courte durée ou t'es surtout spécialisé dans les lois anti Airbnb? Je maîtrise la fiscale, le juridique, puisqu'on forme en location meublée. Donc location meublée, la location saisonnière, c'est de la location meublée. Donc je sais pourquoi j'y vais pas justement. Voilà. Ok. Maîtrise, mais je n'y vais pas puisque c'est pas mon dada. Moi, je veux être dans le plus facile, le plus simple, le moins chronophage, location à l'année. Les lois ne Ok. changent pas. Vous voyez, la loi, il n'y a pas eu de modification sur la location à l'année au niveau des seuils. Ok. Et tu peux nous dire un peu du coup qu'est-ce qui a changé dans la LCD? Donc déjà il y a eu plein de changements, hein. Oui, Celle qui est passée un peu inaperçue que j'ai vue récemment, c'est que et bien sûr il faut le faire, hein, on parlait de la copro. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Tu es censé déclarer maintenant à ta copro. Donc vous en doutez bien. Alors déjà avant il y avait les règlements de copro qui interdisaient ou non la location courte durée, avec les clauses d'occupation bourgeoise exclusives ou non, qui en plus pouvaient être interprétées malgré tout d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, tu es censé, alors je sais pas si c'est l'accord de la copro ou la notifier. Alors ce qui est bien pour les gros gestionnaires, moi je vais vous le dire parce que moi j'ai que des biens en copro, et ben c'est qu'ils ne lisent pas du tout les messages. Donc bon après ils sont, enfin en tout cas moi je connais surtout Foncia et l'ami Nexity, ex Nexity, ils lisent pas les messages. Donc si vous demandez des doubles des clés ou quoi, ils les lisent pas. Si vous les appelez, bah, c'est des standards et tout ça. Il y a juste pour encaisser prélever les charges de copro, ça ils sont plutôt bons. c'est Mais en vrai. tout cas, voilà, ça c'est une nouvelle, un nouveau bâton dans les roues de la LCD qui a été mise. Et, euh, et pour vous dire, on a un membre qu'on accompagne qui a eu une demande de réservation Airbnb de son syndic pour lui dire qu'il devait, alors c'était pas du tout une réservation, c'était pour le notifier qu'il devait maintenant notifier à la copro. Donc ça, c'est une des lois parmi les à peu près 100 lois qui ont dû sortir en 2 ans. Enfin, je sais pas, 100 Ouais, peut-être que c'est ça. j'exagère, mais ça a fait que changer. Donc ouais, est-ce que tu peux un peu nous dire peut-être ce Oui. qui est sorti, qu'est-ce qui est, voilà. Alors déjà, il y a des personnes qui ne sont même pas au courant qu'on est assujetti à l'URSSAF lorsqu'on dépasse 23 000 euros de chiffre d'affaires, charges comprises, hein, charges locataires, en location meublée, en nom propre. Donc déjà ça, bon, ça c'est hallucinant parce que c'est depuis 2018 que le code de la Sécu a été modifié. Ils avaient déjà besoin de fric en 2018, tu vois. Mmh. Et donc déjà là, ils font la chasse aux locations saisonnières. L'URSSAF chasse les locations saisonnières, donc les gens qui étaient pas au courant vont l'être, hein, ça c'est clair. C'est une première chose. Et puis là, ça continue. On continue à taper sur la LCD. Donc le seuil du micro a changé. Donc tous les gens qui étaient en LCD non classé, maintenant les gens qui sont en LCD non classé vont pouvoir aller jusqu'à 15 000 euros seulement de chiffre d'affaires. Et ils Donc auront un studio globalement. ouais, Un ils auront 30% d'abattement. Donc en fait, on s'aligne sur le micro foncier. Voilà. La LCD non classée s'aligne sur le micro foncier, c'est une première chose. Donc déjà, c'est pas compliqué, il faut se faire classer pour aller chercher un abattement de 50% jusqu'à 77 700 de chiffre d'affaires. Donc, classez vos LCD pour au moins aller chercher 50%. Donc là, on s'aligne sur le micro BIC de la location à l'année. Voilà. Les LCD classés s'alignent sur les locations à l'année. Voilà, 50% d'abattement, 77 700 de plafond. Sachant que le plafond change tous les 3 ans. Donc, soyez à l'affût, hein, ça va augmenter, ça monte régulièrement tous les 3 ans. Donc voilà. Donc on rabote la niche Mmh. fiscale de la location saisonnière.
qui avant avait un abattement de dingue, hein, en classé. C'était 70%, je pense. Hein. Ouais, 71, attends, 71 et on allait à Ouais. 128 700, de dingue. Ok. Donc voilà. Ouais. Moi, donc on est limité. Donc ça veut dire que tous les gens qui qui vont gagner plus que 77 700 ne pourront pas être au micro et il faudra qu'ils se mettent au réel. Ok. Par exemple. Ensuite, oui, tu disais au niveau administratif, donc déclaration et enregistrement en mairie obligatoire. DPE entre A et E obligatoire, puisque tu sais que le DPE, ah non, on disait que le DPE n'était pas appliqué pour les LCD. Bah si, hein, l'État revient dessus. Donc maintenant, la loi du DPE s'applique aussi aux LCD. Donc on pourra pas louer de logement insalubre en LCD. C'est niette. Changement d'usage obligatoire en mairie. Et, comme tu disais, autorisation de la copro obligatoire. Donc, si on imagine que les mairies demandent un changement d'usage, enfin non, le changement d'usage pourrait être attribué pour une durée limitée. 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça, j'en sais rien. C'est les mairies qui vont décider de ça. Mais imagine que si tous les 2 ans, tu dois aller recontacter la mairie pour avoir un accord pour louer en location saisonnière, ça veut dire que tous les 2 ans, ton projet, il est bancal. Enfin, quand tu fais un projet, tu sais pas si ça va être pérenne. J'en sais rien. Accord de la copro aussi obligatoire. Donc, si la copro le veut une année, le veut pas l'autre année. La LCD, je trouve ça compliqué, quoi. Pour se dire, je vais vivre de mes loyers, je quitte mon boulot, je vis de la location saisonnière. Ouais. Enfin, c'est mon. Ouais. Plus toutes les grandes villes qui limitent énormément. Les villes c'est 200 ou 250 000 habitants qui demandent. Non, toutes les villes peuvent demander. Ah, Il y a même plus de et règles. oui, et maintenant toutes les villes peuvent demander en plus les numéros. Donc voilà, on sait quel est l'objectif du législateur, en tout cas, plus la TVA qui arrive. Là, ouais, la TVA sur les locations courte durée, mais de très court séjour. Donc, il faut faire de la courte durée, mais longue durée. Donc, la courte durée supérieure à une semaine pour pas être assujetti à TVA. Oui, c'est chaud, hein, la LCD. C'est chaud. Yes. Donc, faut se professionnaliser, quoi. Je dirais, si on est professionnel, on le fait en société à l'IS, on n'a pas d'URSSAF. Déjà, c'est déjà un moindre mal. Et puis, si on optimise, et si on sait optimiser ses bilans avec beaucoup, beaucoup de travaux, du coup, il y aura pas beaucoup d'URSSAF s'il y a un bilan à 0. Ouais. Mais bon, à LCD, on gagne beaucoup d'argent, donc le bilan, il arrive vite en positif aussi, hein. C'est ça. Pas évident d'optimiser les bilans. Et si vous faites les travaux vous-même aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font les travaux eux-mêmes, c'est pareil. Vous avez la fiscalité qui tombe plus vite. Après, il y a une partie fiscale qui est quand même globalement, parce que la plupart des investisseurs sont quand même au réel, donc je trouve, encore gérable. Et après, il y a tout l'administratif où pour moi c'est vraiment l'enfer. Et ça commence par la copro, parce que faut pas se leurrer, les gens ils détestent que vous enrichissiez sur leur dos. Ils pensent que la LCD ça va créer des nuisances, ce qui peut être le cas à mon avis dans les gros logements. Mais par contre, moi si dans ma copro il y a des LCD, moi, je sais que ça va pas être le locataire chiant, parce qu'il peut y avoir un locataire chiant. Donc ça, n'hésitez pas, hein, quand vous discutez avec la copro, à dire, à avancer cet argument, hein, que vous allez peut-être, si la location courte durée n'est pas acceptée, faire preuve comment on va dire, de bonne volonté, aider des gens dans le besoin, par exemple, des personnes qui ont des maladies mentales, voilà, des personnes, des choses comme ça. Ça peut peut-être les pousser à accepter votre demande. En tout cas, chacun aura ses arguments. Ok, donc ça, c'est tout ce qui est la location courte durée. Et De sans rebondir oublier. juste sur ce que tu dis, c'est vrai que tu dis que c'est chaud la LCD en copro, donc c'est justement pour cette raison qu'il faut être en monopropriété. Il faut avoir son propre immeuble de rapport pour pouvoir faire de la LCD si on a envie d'en faire de la coloc si on a envie d'en faire. Enfin, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut dans dans son immeuble de rapport. Moi, je ne fais pas d'LCD puisque je ne veux pas nuire à mes locataires étudiants. C'est encore autre chose. Yes. Voilà. Après, le point que je pourrais ajouter, c'est que souvent la location courte durée, on en fait quand on a peu de moyens, quand on démarre, parce que c'est un peu le meilleur moyen, surtout si on est dans des villes chères, euh, d'avoir du cash flow ou au moins d'être à l'équilibre, hein, même dans certaines villes. Donc, on peut juste acheter un 30 ou 35 mètres carrés et pas un immeuble de 4-5 lots. Donc, et en général, plus on multiplie les lots, moins on fait de location courte durée parce que
On voit, c'est très chronophage, hein, mine de rien, en plus de toutes ces problématiques. Bah après, c'est vrai que si on enlève alors si on fait au réel, admettons qu'on ait un CA, voilà, on a 100 000 euros de CA, et ben on a eu des investisseurs qui sont venus, hein. Il y avait 100 000 euros de CA sur du Airbnb. Il restait pas grand chose au final à cause de l'URSSAF. Au bout du bout, il restait peut-être 20 000 balles à se partager, quoi. Donc c'est pas rentable, hein. Si on sait pas quelle est l'URSSAF en nom propre, c'est catastrophique. Il y avait les frais Airbnb, la conciergerie et l'URSSAF, bah tout le monde se gave, hein. Ouais, et toi tu prends ce qui reste. La taxe foncière et la taxe d'habitation que maintenant on vous met. Il y a même des communes qui mettent la taxe d'habitation sur les SCI. Tout à fait. Donc, ils ont changé la loi justement, parce que les SCI n'avaient pas la taxe d'habitation, mais si t'arrives pas à prouver que c'est du professionnel pur, donc professionnel pur, ça veut dire il faut une exclusivité à 100% en agence, avec une agence qui aurait la carte G de préférence. Et là, ben, on montre ça aux impôts, on leur dit regardez, je n'ai pas la jouissance de mon bien, donc je ne dois pas de taxe d'habitation sur logement vacant. Donc, il y a différents, ouais. Les impôts, certains réclament la carte G, certains réclament juste un contrat d'exclusivité. Donc, pour se blinder, autant avoir la carte G avec le contrat d'exclusivité. Voilà, c'est un conseil. Ok. Donc voilà. Donc la LCD, ce sera pas l'épisode pro LCD. Voilà. Moi j'en ai deux, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est bien assez. Et c'est bien assez. Ok. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Qui est sorti récemment, là. La reprise des amortissements. On y est. T'as vu ça passer? Ah oui. Oui. La niche Donc là, fiscale. Je te disais, la niche fiscale de l'allocation à l'année, ça va. Bah non, justement, enfin, ça va. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien perdu, hein. Tant qu'on n'a pas vendu. c'est comme dans les actions et dans le Bitcoin. C'est Tant comme que ça. t'as pas vendu. Si on a un projet optimisé sur le long terme avec beaucoup de travaux, comme une division de maison, par exemple, bah nous, on est peinard 15 ans sans impôt. Donc, même si on doit rendre des amortissements à la sortie, on se gave pendant 15 ans, on optimise le cash flow, on paye pas d'impôt. On vient pas polluer des salaires, même si on en avait. On en a pas, mais si on en avait, on vient même pas polluer nos salaires avec notre cash flow. Et dans 15 ans, voilà, au bout de 15 ans, qu'est-ce qu'on fait? On revend, on continue, voilà, bah, vous aurez bien le temps de réfléchir dans 15 ans. Mais le nom propre, ça reste toujours plus intéressant que la société à l'IS si on veut récupérer le cash flow dans sa poche, net d'impôts. Yes. Voilà. Ok. Voilà, pour une petite attention, reprise des amortissements à LMNP. Mais si on sait optimiser un projet, c'est pas grave. C'est toujours très intéressant. Ok. Et donc là, parce qu'il y avait pas mal d'aller-retour sur cette question, donc là c'est bon, c'est acté, c'est pour tout le monde, Ouais. c'est pour. Et tout le monde plus personne ne veut faire de LMNP là, parce qu'ils ont rien compris. Si on comprend pas la technique du bilan comptable et comment optimiser un bilan, forcément, bah voilà, on comprend rien. C'est comme ceux qui avaient peur d'être LMP, qui sont partis en société à l'IS. C'est dommage. C'est dommage, le LMP, c'est hyper intéressant. C'est dommage. Et ok. Et du coup, ils vont le faire sur les anciens LMNP déjà ou ce sera que sur les nouveaux? On sait déjà ça? Ouais, c'est sur les anciens aussi, hein, tous ceux qui vendront, quoi. Dès que là, tous ceux qui vont vendre, voilà, à partir de quand là. Ok. Il y aura une reprise des amortissements. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir comment optimiser ses bilans. Si on peut faire de la charge, on va favoriser la charge plutôt que l'amortissement. Par exemple, tu as des achats qui sont inférieurs à 500 euros hors taxe, du petit matériel, du mobilier. Et bien, dans ce cas, on arbitre, et on fera plutôt de la charge. On dira à son comptable, tout ce qui est inférieur à 500 euros, tu le passes en charge. On se pose pas de questions. Et comme ça, ce sera pas rendu à la sortie. Ou bien, si on doit passer les frais de notaire et les frais d'agence, on a le choix à le passer en amortissement ou en charge. Bah là, qu'est-ce qu'on fait? Les travaux de réparation, on les passe en charge ou en amortissement, voilà. Il y a plein de tips d'arbitrage, de petites règles comme ça pour optimiser ses bilans, pour rendre moins d'amortissement à la sortie. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que les lois changent tout le temps. Par exemple, moi, je te donne un exemple. J'étais LMNP parce que moi, je suis non-résident fiscal. J'étais LMNP et du coup, j'ai tout passé en charge. Les frais de notaire, frais d'agence en charge parce que le gros avantage, c'est que au moins, tu as la charge en entier, même si tu revends. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais. Sauf qu'après, je suis passé à LMP parce que ensuite, ils ont changé, ils ont enlevé l'inscription au registre du commerce des sociétés et ensuite, ils ont enlevé les revenus qui n'étaient pas les revenus français. Donc, en gros, j'avais plus qu'une condition, c'était les 23 000 euros.
Bah, Dieu merci, j'ai plus que 23 000 € de loyer en nom propre et hem et j'ai perdu toute cette charge et c'était, peut-être 100 000 €, hein, Ouais et de nous, on a failli aussi perdre, mais j'ai réussi à rectifier mon bilan sur N-3, puisqu'on peut rectifier tous ses bilans jusqu'à N-3 et en allant à N-3, je suis revenue sur mon premier bilan comptable. Donc j'ai pu OK. parce que c'est mon comptable qui s'était planté, hein. Il m'avait pas posé la question: «Vous voulez passer en amortissement ou en charge?» Il se pose pas la question, il demande pas à son client, ce qu'il en enfin, les projets de vie qu'il a, est-ce qu'il risque de passer à l'MP ou pas, voilà. Donc et ben, voilà, c'est dès le départ, il faut savoir si pendant qu'on est à l'MNP, on les passe en charge pour pas que ça soit en déficit de charge et qu'on bascule à l'MP en perdant tout ça en Mmh. déficit de charge. Mais dès qu'on est à l'MP, alors là, on s'amuse à optimiser ses bilans. Yes. Par exemple, OK. les dépenses, c'est la nature des travaux, hein, qui fait l'amortissement ou la charge. Oui, C'est pas tout bon comptable, moi je suis plus ou moins expert comptable, tout bon comptable vous le dira. C'est pas parce que, parce que ça c'est pas coûte parce que c'est cher que c'est voilà. parce que c'est cher et c'est aussi au regard du CA, donc ça dépend aussi du chiffre d'affaires, Mmh. tu vois? OK. Je sais pas, tu as des autres points que tu veux nous dire? Ben, peut-être on peut discuter des quelques points, ouais, justement. Donc, il y a les charges, on l'a dit, jusqu'à 500 € hors taxes. Ça fait super longtemps, ça existe pour toutes les sociétés. Tu peux passer en charge même, par exemple, un petit bon, je sais pas si ça existe encore, mais un ordinateur dont la durée de vie, normalement, elle serait, supérieure à 1 3 ans année. 3 ans, je crois, l'amortissement d'un ordi ou d'un télé. Voilà, en général, c'est ça. Il y a donc les frais de notaire, frais d'agence. Alors là, si je me trompe pas, c'est, un choix qui est pour Irrévocable. tout est bien, irrévocable pour tout Par est en bien. par entreprise. Donc ça veut dire que si on fait un choix sur une entreprise, individuelle, on est en son nom propre, OK, on a fait ce choix-là, c'est acté. Voilà, on a décidé de passer en charge ou en amortissement. Ensuite, tous les futurs biens, ce sera soit de la charge, soit de l'amortissement. Par contre, si on fait une entreprise indivision avec quelqu'un d'autre, on repart encore sur voilà, c'est un nouveau bilan. Donc, chaque nouveau bilan comptable, on a l'option. Voilà, c'est Yes, pas mal, c'est pas mal. OK. Et Permanence des méthodes comptables pour, ceux qui ont étudié ça et du coup, ouais, toi, tu aurais une préconisation entre, justement, bah, ces histoires d'amortissement et de charges? Maintenant, il y a cas par cas, faut vraiment voir. Alors, si quelqu'un qui ferait de la LCD, tu vois, tu aurais mmh, fait full LCD en LMNP, je pense que tu perdais pas ton déficit, hein, tu le consommais. mmh, Toi, ça dépend de tes loyers. ouais, Si tu as des gros chiffres d'affaires, peut-être que justement, ben, tu vas mmh, tu vas avoir, le temps d'utiliser ton déficit de charge à l'MNP. Mais le problème, alors ce que je vais dire aux gens, c'est pourquoi est-ce que ce déficit de charge qu'on crée, on veut pas, qu'il soit, trop important, genre à 50 000 ou à 100 000 €? C'était ça ton problème, tu avais du déficit de charge. Imagine, hein, avec tous tes achats, tes oui, oui, bah, c'est ça, ouais, j'ai acheté, plusieurs biens, voilà. Eh bien, pourquoi? Parce que justement la règle, le bilan comptable, il a une technique qui est différent en LMNP et en LMP qu'en société à l'IS. En société à l'IS, c'est un fourre-tout. On a les loyers et on déduit toutes les charges, hein. Il y a même on se pose pas de questions, le comptable, il prend le resto, les nuits d'hôtel, les formations, tout ce qu'on fait. Ça passe en charge, ensuite il passe les amortissements. En location meublée, c'est différent. À cause de l'article 39C du Code général des impôts, il y a des charges qui ne sont pas prioritaires, qui sont pas prioritaires et qui passeront après les amortissements. Donc, on a les loyers, les charges de l'année liées au bien. On met de côté toutes les petites charges qui sont pas liées. Ça, c'est l'article 39C. Donc, les frais de comptable, les frais de CGA, l'URSSAF, l'hôtel, enfin tout. Il y a beaucoup, beaucoup de charges qui sont pas forcément liées au bien. Donc, on les met de côté. On passe d'abord les amortissements. Et s'il reste encore des loyers à effacer après avoir passé tous les amortissements de l'année, là, on va taper dans ces petites charges-là. C'est pour ça qu'on crée beaucoup, beaucoup de déficits de charges, encore aujourd'hui en LMP, hein. On tape pas dans tous nos amortissements et on crée encore du déficit de charges à cause de l'article 39C. Mais en LMP, l'avantage, c'est que tous les déficits de charges basculent en réduction des revenus globaux. Donc, on va effacer les revenus globaux. On pourrait faire du revenu foncier en LMP. On effacera nos revenus fonciers avec le déficit de charges LMP. Donc, on peut s'amuser en nom propre de dingue. On peut vraiment hyper optimiser le nom propre, hein. Ouais. Ouais, c'est ça pour c'est un peu peut-être tout le monde, comprend pas ça, mais je pense que historiquement, tu pouvais faire ça avec le LMNP. Je pense que historique Enfin, je veux dire, les comptables maîtrisent pas du tout le 39C, hein. ouais. Attention. Mmh. Ouais. Donc en tout cas, quand on est en LMNP eh ben, votre LMNP ne vous fera jamais payer moins d'impôts sur votre salaire, globalement. Non, c'est Alors ça. que quand on est en LMP, si vous êtes en déficit, ça peut s'imputer sur vos revenus, heu,
si vous êtes résident fiscal français et que vous avez cette joie. Ok. Le déficit, on peut le créer comme on veut. C'est à la demande le déficit LMP, puisque à cause du 39C, il y a des charges qui passeront pas. Donc c'est même pas si, c'est tu crées ton déficit si tu veux baisser ton revenu fiscal de référence. Hein. Après, tu vas chercher quoi? Tu vas chercher du Pinel, un petit logement au Pinel. Tu peux te gaver. Tu peux aussi te gaver en cash flow, mais être malheureusement face aux banquiers ou à l'État, un cassos entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bah ouais, c'est ça. Ouais, Quand tu mets la fiscale, tu peux t'amuser. Mm. Yes. Ok. Et j'avais une question que j'ai. Et du coup, toi, t'es LMP, forcément, vu que oui, je sais là. Ah oui, je voulais aussi dire attention. Le LMP, c'est à chacun d'aller s'affilier. Hein. C'est comme pour la LCD, l'URSSAF. C'est pas automatique, voilà. C'est pas comme du BNC ou d'autres professions où quand on s'inscrit sur l'INPI, on est directement. Enfin, je crois qu'on n'a pas le choix. On met le pied dans l'URSSAF direct en BNC. Eh bien, en BIC, location meublée, non. Ça, c'est la niche fiscale. On n'est pas à l'URSSAF tant qu'on n'y va pas, quoi, quelque part. On est obligé d'y aller, mais on voit bien qu'il y a plein de gens qui sont obligés, mais qui n'y vont pas. Et qui se font retoquer derrière, quoi. Mais il faut faire attention, il faut vraiment faire la démarche d'y aller tout seul, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui l'ont pas respecté, mais ils ne le savaient pas. Et oui. Surtout quand les lois changent tous les 2 mois. Ok. Et j'ai une question pour toi. Moi, j'ai un avis, mais tu vois, le LMP. Donc, en gros, le LMP, un des avantages, c'est l'exonération de la plus-value quand tes loyers ils dépassent pas un certain seuil, ou alors s'ils sont dans une fourchette. Et après 5 ans de détention. Et en gros, beaucoup de gens sont passés LMP il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, moi, mon avis, je l'annonce aujourd'hui en 2025, c'est que cette exemption va sauter dès lors qu'un seul député va voir ça, il va se dire non, mais c'est parce qu'en fait, ça s'aligne. C'est pas un régime qui est propre au LMP. En fait, c'était un régime qui a été, vu qu'on t'a professionnalisé, c'est le régime des entreprises individuelles qui s'applique. Est-ce que selon toi, cette exonération va tenir. Alors là, c'est Madame Irma. Hein. Mais est-ce que tu penses que, tu vois, cette exonération de plus-value va continuer dans le futur? Parce que beaucoup de gens sont concernés. Les seuils sont assez hauts. Hein, c'est de l'ordre de 80 000 euros de loyer, si je dis pas de bêtises, entre 80. 000 euros de CA sur les 2 derniers bilans. Hein. C'est une moyenne. En fait, c'est 5 bilans. C'est pas 5 ans de détention, il faut avoir 5 bilans LMP. Donc, on peut avoir du LMNP, du LMP, du LMNP, parce qu'en fait, puisque ça dépend des revenus du foyer fiscal. Donc, si on gagne beaucoup, on pourrait rebasculer LMNP. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, j'ai fouillé, sur le LMP. J'ai fouillé, il y a quelques années quand j'ai dû y passer. Eh bien, sache que le seuil, avant, c'était 268 euros, je crois, d'abattement. C'était pas 90 000. Donc, ils ont déjà raboté le LMP et je pense qu'ils vont le raboter comme ça. Ils vont juste baisser les seuils, mais ils vont pas supprimer le LMP. Ils ont besoin de gens qui cotisent à l'URSSAF. Ils ont besoin. Oui. L'URSSAF a besoin d'argent. Donc, le LCD, ça cotise, ils sont contents. Les LMP, ils cotisent, ils sont contents. Donc là, moi, je suis pas inquiète. Oui, la niche, quand tout le monde finit, quand il y aura beaucoup d'investisseurs qui iront en LMP, comme ce qui s'est passé en LMNP, puisque le LMNP, c'était open bar, jusqu'à ce que tous les vendeurs de rêves et de formations arrêtent pas d'en parler et voilà, sur les réseaux sociaux. C'est eux qui ont cassé la niche. Hein. Donc la niche, elle disparaîtra quand il y aura des vendeurs de formation LMP. Ouais. Je ne vends rien en ligne, moi je ne fais que de l'individuel. Donc de toute façon, je vais pas casser le marché, je vais pas casser le truc. Hein. Oui. C'est pas moi qui vais casser ça. Et puis en général, on a du mal à vendre un produit miracle à 5 ans de détention. Généralement, c'est plutôt dans les 2 mois ou 3 mois, tu vois, que ça doit changer. Ils ont peur d'être LMP. Donc et comme en fait les gens, si tu veux, un comptable n'a rien à gagner ou un vendeur de formation n'a rien à gagner à vendre du LMP. Par contre, vendre un montage en société à l'IS, oui, parce que tu vends le montage derrière. Donc c'est pour ça qu'ils vendent tous des sociétés à l'IS. Ils veulent tous que les gens aillent à l'IS. J'ai compris là actuellement. Là, je vois que c'est la fin. C'est la fin. Reprise des amortissements en LMNP. Et je vois plein de comptables ou en ligne ou un peu partout qui prônent les holdings, les sociétés à l'IS. C'est bon, il y a un marché là-dedans maintenant.
Mais les gens, faut pas qu'ils oublient de réfléchir par eux-mêmes. Réfléchissez par vous-même. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Arrêtez d'écouter à l'extérieur les vendeurs de bonne aventure, quoi. Hein? Yeah. Moi, j'ai toujours écouté ma petite voix intérieure, en tout cas. Oui. Ça, c'est un super conseil. Yes. Et autre chose, dans la loi de finances 2025, avant que en 2024, là, en fin d'année 2024, j'avais lu les textes, il prévoyait de raboter aussi le LMP. Ils veulent pas que les gens aillent en LMP, donc ils prévoyaient d'ajouter les revues de capitaux mobiliers pour savoir si on passe à LMNP ou LMP. Donc t'inquiète pas qu'ils vont rendre difficile le passage à LMP, justement. C'est comme ça qu'ils Parce vont. que globalement, je pense que quand on est un gros investisseur, c'est intéressant d'être LMP. Hein. Et justement, Bah, voilà. ils ont plein de copains qui sont intéressés par le LMP. C'est pour c'est pour leurs potes qu'ils ont créé cette niche-là, je suppose, puisque tu peux baisser ton revenu fiscal de référence, c'est énorme. Mm. Donc le LMP, il va perdurer, à mon avis, mais ils vont rendre le statut LMP plus difficile. Les gens ont du mal à y aller, simplement. Ok. Et du coup, ils resteront dans le LMNP qui s'est pas dégradé. Bon, ils resteront LMNP, voilà. Ouais. Ils veulent pas que les gens s'enrichissent. Donc, toi, t'es LMP, Yes. c'est très bien, moi aussi. Voilà, on n'a pas eu peur. Faut pas avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Oh là là. Ok. La peur, c'est la porte d'entrée de tout ce qui est, voilà, la porte d'entrée de tout le mal, de tout le dark du monde. Donc, n'ouvrez pas la porte de la peur. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, tu vois, très souvent, les personnes, elles se posent la question, alors je vais essayer de bien le dire, mais dès que tu parles d'un sujet, peu importe, hein, en France, j'ai l'impression, la première question qui vient, c'est combien on va payer d'impôts. Ah ouais. Tu vois, avant même de savoir si tu vas gagner de l'argent, globalement. Les gens ont plus peur de payer des impôts que de se poser la question est-ce qu'on va gagner de l'argent. Donc moi, je peux vous donner un très bon conseil pour ne pas payer d'impôts. C'est acheter des choses à 100 000 euros et revendez-les à 10 000 euros. Ça va assez bien se passer niveau imposition. Faites des moins-values, perdez de l'argent. En général, vous payerez pas trop d'impôts, mais vous en paierez quand même. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est ton avis, tu vois, sur à quel moment on se pose la question de l'imposition? Est-ce que d'abord on trouve le projet? Est-ce qu'on définit son projet en fonction de l'imposition? Eh bien, Tu moi, vois? voilà, enfin, comment est-ce que j'ai choisi mon investissement? Voilà. L'objectif, c'était clair, je voulais 1900 balles par mois. Je voulais 1900 euros, pardon. Il fallait 1900 euros. Bah, c'est comment optimiser un maximum mes projets pour récupérer ça. Enfin, on n'est pas des vaches à lait. Donc, non, ouais, je suis pas contente de payer de l'impôt. Non, il y a des gens qui sont contents. Ouais, on est contents, on a des écoles, on a des routes. Ouais, enfin, ça va, je paye ma TVA, je paye la TVA sur les travaux, je paye ma taxe foncière, la TVA au quotidien même. Je crois qu'on participe largement à la société, plus que ceux qui payent des impôts même. Plus. Oui, bah Les artisans que tu fais bosser, je peux dire que tu lâches. Tu les fais travailler, eux ils payent des impôts derrière. Donc indirectement, je paye des impôts à travers mes artisans, si tu veux. oui. Voilà. Mais non, Plus, en fait, faut le dire qu'en France, contrairement à ce que peut-être l'image qu'on a, énormément des taxes, elles sont elles sont pas sur vos revenus. Elles vont être sur la TVA, elles vont être sur la taxe foncière, des trucs qui sont fixes en fait. Sur la taxe foncière, maintenant il y a les malus sur les voitures, il y a sur l'essence, en fait l'impôt sur le revenu est assez faible au final et c'est maintenant de plus en plus la propriété, en tout cas que j'ai l'impression, qui va être taxée parce que les gens ils ont pas d'argent. Donc on va taxer sur ce qui reste. Tu vois, pour la petite histoire, tu sais, le HCSF là qui veut plus que les Français s'enrichissent là. Maintenant, au-delà de 35%, c'est mort. Et ben nous, c'était open bar, on n'arrêtait pas d'investir, les projets sont rentables, on nous prête, on nous prête, on nous prête. Là, hop, ça a bloqué, ils ont fermé les robinets, donc on nous prête plus. Par contre, là, je fais toc toc à la banque, on me prête tout ce que je veux en crédit conso. M'enrichir pour du passif, dépenser pour des fringues, du marketing, de la bagnole, tout ce que tu veux, ouais, j'ai le droit, je peux. Mmh. Donc voilà, l'idéologie de l'État, c'est qu'il faut s'enrichir que pour dépenser, pour consommer, mais pas pour s'enrichir. On nous autorise pas à Emprunter, emprunter ouais. pour nous enrichir. Emprunter pour claquer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, ok, trop intéressant. Et ok, donc toi, tu as choisi comme ça, tu t'es dit, je veux 1900 euros. Voilà. Le moyen le moins cher, c'était en LMNP. Voilà. Déjà, faut dire Exactement. aussi, en société, tu payes les frais de société, les frais de comptable. Après, il y a des avantages. Moi, j'ai des biens en société, Oui, la plupart. les gabiers en nom propre, tu peux aller en société, ouais. Voilà, c'est ça.
tu peux faire du nu. Mine de rien, le nu, Et lui, c'est pas mal. Moi, le revenu le foncier, c'est pas mal du tout. Et il y a de quoi faire, là. Je pense qu'il y a pas mal de biens à retaper. yes. Ah si, il y a un petit truc qu'on peut dire aux gens quand même. S'ils n'ont jamais été propriétaires de leur résidence principale, ou s'ils n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale, les 4 années précédentes aujourd'hui, voilà. S'il y a pendant ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas d'RP, eh bien, ils peuvent s'acheter une résidence secondaire, la retaper, faire un petit coup de marchand de biens. Sans faire du marchand de biens, on peut s'entraîner. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire là. Voilà, une petite résidence secondaire, puisque j'ai pas de résidence principale. Eh bien, voilà, je la retape, je la revends. Chez le notaire, je dis, je réinjecte la totalité de la vente dans l'achat d'une résidence principale. Eh bien, j'ai 2 ans pour utiliser l'argent et acheter ma RP. Je suis exonérée totale d'impôts sur la vente de ma résidence secondaire. Yes. Voilà, c'est des petits coups à faire. C'est dommage, voilà, profitez quoi. Profitez si vous êtes locataire. Et si vous êtes locataire et que vous n'avez pas de résidence principale, vous pouvez aussi trouver un amoureux qui vous comblera ou une amoureuse, aller habiter chez elle et épargner énormément d'argent. Ok. Et le dernier point peut-être dont on peut parler, c'est justement, on a parlé de la revente. Tu vois, tu parlais de la société avec les charges. En gros, quand tu es à SCI, tout va dans la même poche. Et aussi, quand tu es en SCI, bah, une plus-value ou des loyers, en fait, c'est pareil, c'est la même. T'as pas des différentes classes d'imposition, contrairement aux noms propres où tes loyers vont pas être imposés de la même façon que les plus-values. Je sais pas si tu suis. Ouais, mais les loyers en nom propre, t'es pas imposé sur tes. Enfin, le but, c'est ce que je te fais. C'est ça en fait. Oui, le but c'est de faire du déficit. Le but, Voilà. non, faut pas être con, faut investir intelligemment, faut se former, mais avec les bonnes personnes. Faut pas, voilà. Malheureusement, ben, c'est un peu la cour des miracles. Voilà, moi, je dis ce que je pense. Je suis cash. Trier le bon grain de livret, c'est pas évident pour un débutant. Je sais bien, je le sais. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. On apprend de ses erreurs. Vous irez vous former après avec des gens plus compétents, ceux qui sont plantés. Mais on n'investit pas dans un bien clé en main refait à neuf, quoi. Ça, c'est mort. Ça, c'est niette. Si on veut faire un projet, on achète un bien pourri, on fait des travaux et on optimise sa fiscalité. Voilà. On va reculer l'impôt. On n'a pas envie d'aller polluer ses salaires. Donc déjà, un projet, tu payes pas d'impôt sur tes. Je sais même pas pourquoi tu payes d'impôt. Pour moi, tu t'as pas à payer d'impôt sur tes loyers, quoi. C'est pas Oui. possible. C'est que tu as mal investi. Si tu payes de l'impôt, c'est que tu t'es planté. Voilà. Je suis désolée de te le dire. Voilà. Donc il y a pas besoin d'aller investir en société à l'IS pour ne pas polluer ses salaires. On peut le faire en nom propre en optimisant ses bilans. Parce que ceux qui vont à l'IS uniquement pour pas polluer leur salaire, c'est qu'ils ont pas optimisé leur. Déjà, ils savent pas qu'il faut faire des travaux. Enfin, je sais pas. Et Ou alors ils payent pas assez d'impôts. ouais, peut-être. Peut-être. Yes. Et puis en IS, il faut être 2. Et ça, c'est la grosse question. Voilà. Alors, Quand j'aurais pu monter une société pour être. Donc j'aurais pu être moi-même Christelle plus une personne morale et monter une société. Enfin, c'est compliqué pour commencer. c'est ça. Oui, oui. La holding, elle doit pas arriver tout de suite. Voilà. Et C'est sûr après, que bah, c'est toujours. Et puis il y a le juridique. c'est sûr, c'est intelligent. C'est un peu, ouais, t'as pas de Rolex, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. T'as pas de holding, t'as raté ta vie. Yes. Bon, bah, moi, je m'en fous, j'ai pas de holding, je pense pas que je vais pas rater Pas ma vie. d'holding, pas de Rolex, pas d'impôt. Et pas de permis, et pas de Et, voiture. et pas de permis. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Si on veut te contacter, donc tu peux coacher les gens sur leur imposition. Et si vous venez de ma part, vous aurez 20% de réduction en disant que vous venez de cette partie. Donc comment on te contacte? Dis-nous. Alors, je suis joignable, j'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook, voilà, on me contacte et j'ai un email. J'ai pas de, on Tu peux voit, les donner? Tu peux les donner oui, je peux donner. oralement? Donc, c'est Christelle Félix Accompagnement sur Instagram. C'est Ok. pareil sur Facebook. Et Et ton email? mon email, c'est Christelle Félix Accompagnement. On le mettra en description. Hein. On le mettra en description. Yes. Ok, bah Et écoute, je vais appeler ma petite secrétaire. Ma secrétaire est là, et Ron. Christelle, le email, c'est quoi? Christelfelix.accompagnement. Ah, c'est christellefélix.accompagnement. arrobase gmail.com, voilà. gmail.com. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur. Merci à toi aussi.
pas trop d'impôts, soulever lourd à l'haltérophilie. C'est longtemps que j'ai plus vu les stories là. Là, parce que je me suis fait, je pense, j'ai dû me blesser. Là, ça fait une semaine que je suis en repos. Je me suis blessée, Ok, ouais, une petite côte, ou je sais pas, ou un muscle, voilà. Donc, ça marche. j'apprends à écouter mon corps aussi quand il me parle. Je suis pas malheureuse quand je suis malade. Je me dis, ouh là là, qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce que je dois... Travailler moins. En général, c'est travailler moins. Voilà, c'est travailler moins. Après, il y a aussi les émotions, hein. On est en train de déménager, donc je suis un peu stressée. Peut-être que il y a du stress aussi qui a déclenché d'une petite maladie, un petit truc, tu sais. Voilà. Mais il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Yes. Et soyez en forme, parce que tôt ou tard, vous devrez porter des choses. Euh, Allez, à très bientôt. Bye bye. Et voilà, merci à Christelle pour cet épisode pépite. J'espère que vous aurez appris plein de bons conseils sur comment ne pas vous faire dépouiller par l'État, parce que c'est son seul but dans la vie, que vous soyez comme une fourmi dépouillée. Non, je rigole, on n'en sait rien. Et je pense que même eux n'en savent rien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière et aller sur mon site grosbillet.com si vous voulez Road to 1 million. Comment atteindre 1 million d'euros de patrimoine? Eh ben, en rejoignant l'Académie des gros billets. Vous allez sur le site, c'est en gros, c'est en vert. Ou alors, si vous voulez négocier des dizaines de milliers d'euros, j'ai la formation négocier pour faire des gros billets dont le prix va augmenter incessamment. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous salue depuis la Floride. À bientôt.